l'intervention suivante. Il s'agit donc de l'intervention de Christelle Cousy, qui s'intitule « Les partenariats repères pour une dynamique de projet agroécologique ». Christelle, c'est à vous. Alors, voyez-vous mon écran? Oui, tout à fait. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci déjà de m'avoir invité. Et je vais peut-être me présenter ainsi que l'Institut de l'élevage parce que ça n'a peut-être rien d'évident que je sois à votre réunion aujourd'hui. Pourquoi l'Institut de l'élevage? Nous sommes un institut de recherche appliquée, un organisme dont la vocation est de faire de l'expertise des références au bénéfice des filières d'élevage d'herbivores. Et de fait, on a un rôle systématique de travail en partenariat avec tout plein d'autres acteurs, dont je pense certains, pas mal, sont autour du micro aujourd'hui. Mais ce n'est pas à ce titre-là principal que je tire, disons, ma légitimité d'être avec vous, même si on a tous l'expérience du partenariat. C'est plus parce que dans notre construction au sein de l'Institut de l'élevage, outre 4 départements techniques, économie, qualité des produits, bien-être, santé et voilà, la génétique et toutes les techniques, on a un département transversal qui s'occupe du transfert, qui s'occupe de l'impact et qui a développé des méthodes autour des approches sociales pour mieux comprendre en fait ce que les agriculteurs, ce qui facilite leur changement technique et au contraire ce qui peut le bloquer. Moi, je travaille plus spécifiquement dans ce service-là et depuis le milieu des années 80, il y a des actions de conseil collectif qui ont été mises en place. Alors, elles sont un peu anciennes, j'imagine que ça ne vous parle pas forcément beaucoup. Des actions qui s'appelaient Top Lait ou Fourrage Mieux et qui avaient pour vocation d'organiser un message technique et surtout partagé par l'ensemble des acteurs afin de faciliter leur compréhension et aussi d'écouter d'abord auprès des éleveurs là où ils en étaient et ce qui pouvait les accompagner et essayer de mieux comprendre leurs besoins. Moi, ça, c'est de là dont parlait le deuxième Jean-Marc, là d'où je pars, là d'où je parle. Et je vais également parler de 2 projets européens qui sont en cours, liaison qui s'intéresse au succès des projets multi-acteurs. Qu'est-ce qui fait que des projets d'innovation technique agricole fonctionnent dans l'ensemble des pays européens? Et un deuxième projet qui s'appelle I2Connect, qui lui vise à mettre en place des formations pour ce qu'on peut appeler des agents d'innovation, eux-mêmes et également leur structure pour favoriser ces nouvelles démarches autour en particulier du partenariat, mais plus globalement de cette gestion de projet. Alors, ce n'est pas pour autant que j'ai la prétention de vous apprendre beaucoup de choses, je pense que vous en savez autant que moi. J'ai juste envie de vous partager cette vision issue de notre historique et de l'actualité de ces 2 projets-là. Et je vais le faire autour de 2 points. L'un qui resitue un petit peu plutôt la question du partenariat. Comme l'a souligné Jean-Marc Ménard, ou en tout cas en parlant du collectif, mais là je centrerai plus sur la notion de partenariat, qu'il est de plus en plus essentiel dans la dynamique de la transition agroécologique, et de voir que les modèles ont changé. Et ça, on en est tous bien conscients, donc c'est remettre ça un petit focus là-dessus, et ensuite de tenter de répondre modestement à la question qui m'est posée de repères pour le conseil, de repères pour la pratique, en m'appuyant sur aussi les facilités, les difficultés rencontrées par les acteurs de terrain que l'on a pu, auprès desquels avec lesquels on a pu échanger. Donc, sur le premier point, pourquoi les partenariats ou pourquoi le partenariat est essentiel, pourquoi il l'était et pourquoi il l'est encore plus aujourd'hui, en repartant mais bon, ça s'intègre plus ou moins, je l'espère, avec ce qui vient d'être dit. Si on reprend l'échelle de l'exploitation agricole, rien qu'à ce niveau-là, et on voit bien qu'au niveau des systèmes, c'est beaucoup plus large,
mais qui a cette imbrication du technique, de l'économique et de l'humain au niveau, on va dire, initial de l'exploitation, et que dès qu'on change un élément, tout change, d'où la notion de complexité. En étymologie, hein, c'est comme un tissu. Un fil tiré fait bouger l'ensemble de la pièce de tissu. Et qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout, on ne sait pas forcément exactement quoi faire, et qu'en plus, il faut, même si on connaît quelque chose, quelques éléments à appliquer, encore faut-il des fois les traduire, les adapter localement, et tenir compte de tout le couple biologie-milieu-climat qui est souvent à la commande, et qui commande l'effet biologique. Ce sont des évidences, et en même temps, ce dont on aperçoit aujourd'hui, c'est que l'agriculteur a un rôle central dans la modification de ces systèmes-là, qu'il n'est pas tout seul, et que croiser les regards, ça permet d'encore mieux formuler les questions, d'encore mieux formuler la compréhension qu'on en a et des enjeux, peut-être de façon, cette imbrication, ce verrouillage qui s'opère, il est aussi, j'imagine, l'illustration qu'il y a plusieurs acteurs qui portent un regard et un éclairage qui peuvent être utiles pour la compréhension et l'action sur une exploitation et sur ces changements. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de mobiliser encore plus et de façon concomitante ces différents acteurs pour mieux formuler les questions, mais également, évidemment, pour travailler sur ces changements. On peut les appeler déverrouillage à l'échelle du système, et en tous les cas, modification au niveau des exploitations ou d'un groupe d'exploitation. Et cette évidence, en même temps, elle n'a rien de simple à mettre en place, puisque ça veut dire probablement changer de système. On est héritier, même si ça a beaucoup évolué, d'un modèle diffusionniste, transfert de technologie, où la science pensait, où la R&D, la recherche appliquée trouvait des références, où les conseillers avaient surtout à expliquer et les agriculteurs à agir. Ce modèle-là, il est obsolète, il n'a jamais vraiment certainement fonctionné. Et on s'achemine doucement vers un autre système, un autre paradigme, un autre modèle qui n'a pas vraiment de nom. Moi, pour lui donner un nom et en lien avec les systèmes, les projets dans lesquels je travaille, je le nommerais innovation interactive. Mais en tous les cas, c'est le fait de partager au sein d'un groupe d'acteurs la compréhension des questions et l'élaboration de nouvelles solutions, en se réassurant aussi cette idée de prise de risque, certainement, de faciliter dans des collectifs, de faciliter les transformations, les tests et ensuite la diffusion. Donc le partenariat, bien, il est absolument au cœur, il est absolument central dans ces nouvelles dynamiques. Et de façon simplifiée, on peut se dire qu'il y a 3 grands enjeux. Le premier, c'est de trouver les acteurs qui vont être inclus dans les projets que les uns et les autres mènent, de les asseoir autour de la même table, mais aussi de faire en sorte qu'ils y restent et qu'ils puissent interagir, être en synergie autant que faire se peut. En tous les cas, qu'on crée les conditions pour qu'il y ait un véritable échange et que la lumière jaillisse de ces interactions. Alors, quel constat aujourd'hui et quelles pistes concrètes on a déjà les uns les autres trouvées sur le premier point, qui est réussir à avoir une diversité d'acteurs autour de la table. Est-ce que c'est simple? Pas forcément. La diversité d'acteurs aujourd'hui, donc dans le cadre du projet Liaison, il y a eu en fin d'année des réunions organisées avec des acteurs de terrain,
de GI2E, mais également de GoPEI, de Groupe 30 000. Et on leur a posé les questions de savoir est-ce que c'est facile pour vous, est-ce que c'est des éléments qui sont... qu'est-ce que vous vérifiez, enfin, qu'est-ce que vous voyez dans votre pratique quotidienne? Et autour de cette question, y a-t-il une diversité d'acteurs dans vos projets? On leur demandait s'ils se sentaient plus ou moins proches de cette affirmation. Donc, sur une échelle de 1 à 10, la réponse, peut-être je vous propose aussi d'y réfléchir de votre côté. Je ne sais pas quelle note vous mettriez entre 1 et 10 pour cette réalité-là. En tous les cas, les acteurs à interroger, une quarantaine, ont dit pour eux que... j'arrive plus à actionner. C'est drôle ça. J'arrive plus à faire avancer mes diapos. Pourquoi donc? Ça alors. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et donc, globalement, les gens étaient d'accord sur cette affirmation en disant qu'effectivement, ça leur paraissait vrai. Alors, ce n'est pas de la statistique, ce n'est pas représentatif, c'est juste une donnée comme ça, de ressenti. Sur une échelle de 1 à 10, c'était plutôt vrai. Et à l'appui de cette affirmation, on disait que la diversité, depuis une quinzaine d'années, avait été vraiment remarquée et que les gens venaient d'horizons beaucoup plus différents dans les projets qui sont menés. Et néanmoins, en même temps, qu'il y a quand même moins de facilité à inclure dans les projets, donc type GoPEI, GI2E ou projet CASDAR, un peu de façon plus large, des entrepreneurs et des agriculteurs. Et de remarquer que parfois, c'était quand même un petit peu toujours les mêmes et que le monde de la recherche n'était pas si facile que ça à inclure et que de façon plus générique, ce n'était pas simple pour les acteurs de terrain de réussir à identifier les nouvelles compétences, celles qu'ils attendent, et en tous les cas, dans une logique de proximité, c'était vraiment parfois assez compliqué. Et donc, au regard de ce constat et de ces à la fois facilités et difficultés, on peut se dire qu'il y a un certain nombre de pistes. La première, c'est de continuer à échanger ou de trouver des réseaux entre les projets pour réussir à avoir cet éclairage sur les partenaires possibles. Et sur cet enjeu-là, les autorités de gestion jouent parfois un rôle clé et qu'il est intéressant, j'imagine, de s'appuyer sur des journées de présentation pour rencontrer d'autres acteurs. Et il y a aussi des plateformes comme GECO qui permet d'identifier des projets et des partenaires potentiels. Certains acteurs nous ont dit faire une sorte de veille partenariale en identifiant dans leur quotidien des partenaires qui pourraient être des futurs acteurs dans leur projet. Et puis, dans notre pratique, issue des 2 projets dont je vous parlais, l'outil cartographie qui permet de se poser les premiers initiateurs au moment de l'émergence d'un projet, de bien réfléchir à quels pourraient être les acteurs que l'on aimerait inclure et d'y réfléchir collectivement à de nombreuses vertus. Déjà pour élargir le champ des possibles, pour se dire qu'on n'a pas forcément spontanément pensé à tout le monde et que y réfléchir à plusieurs, ça permet d'avoir beaucoup plus d'idées. Et également d'identifier les acteurs qui en connaissent, dans notre collectif, les acteurs qui en connaissent d'autres et qui peuvent faire actionner des contacts. Ça peut vraiment être très, très, très utile. Le deuxième point qui est, est-ce que dans ces projets donc, qui sont beaucoup plus mixtes, beaucoup plus ouverts en termes de partenariat, est-ce que chacun trouve sa place et arrive à contribuer pour être force de proposition et puis pour être en fait contribuer à la réalisation des projets? À cette proposition-là, les votes ont été beaucoup moins positifs, je dirais. On est tombé en dessous de la moyenne. On a à la fois réussi à mettre en place
une diversité et quand elle existe, elle est reconnue comme étant extrêmement prometteuse, enfin, extrêmement positive, puisqu'on parle d'émulsion et d'émulation et d'émulsion de nouvelles idées, de nouvelles méthodes de travail et vraiment de contribution importante au développement d'une innovation. Et en même temps, une part des acteurs de terrain souligne que ça n'est pas simple, que c'est un exercice d'équilibre et que favoriser l'engagement des partenaires, des acteurs, ça n'a rien d'évident et que l'animation globale du projet y est forcément mobilisée et qu'elle a un rôle très important à jouer. Donc, sur cette dimension-là, que chacun trouve sa place, il me semble, et vous l'avez évoqué, il y a des dispositifs, heureusement, qui permettent au collectif de se constituer en amont des projets et de travailler. Là, quelqu'un parlait plus de l'inclusion de nouveaux acteurs dans un collectif existant, mais pour tout un groupe d'acteurs, de préparer un projet, c'est drôlement intéressant. C'est possible, je pense, vous l'évoquiez dans les GI2E, aussi dans les GoPEI. Et l'invitation, mais vous le faites déjà certainement, de s'intéresser évidemment ou d'avoir un intérêt à avoir une institution ou une structure déterminée, mais aussi, en fait, on ne travaille pas tant avec des institutions qu'avec des personnes. Et donc, prendre le temps de connaître les personnes, de voir qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les motive, quelle est leur expérience, c'est un gage de réussite dans des partenariats. Et ça veut dire prendre du temps. On l'a dit et évoqué sur le déverrouillage, ça prend du temps. Créer des partenariats réels, des collectifs qui ont cette capacité à aller au-dessous des évidences et de rentrer vraiment dans du concret de façon réelle, ça prend également du temps. Et ce temps des fiançailles et pour rentrer dans une phase, on va dire, plus contractuelle d'échange, il est nécessaire de pouvoir donc donner ce temps-là et aussi de bien s'entendre sur le projet. Là encore, c'est une évidence, mais le cadre du projet dans lequel on va s'installer les uns les autres, on va se mettre à fonctionner, il est essentiel parce que si le cadre n'est pas clair, il y a des risques d'incompréhension mutuelle et de divergence et de difficulté à rattraper le coup. C'est le cadre qui libère dans ce cas-là et qui est essentiel. À certains moments, on a tendance à dire que 80% de la réussite d'un projet est liée à sa phase de démarrage et à son cadrage. Autre élément qui me semble essentiel et qui est une évolution réelle, on était plus dans des logiques de coordination où chacun faisait ce qu'il avait, ce qu'il sait faire à côté des autres et qu'il partage éventuellement. Là, on entre avec la transition agroécologique et avec toute l'expérience qu'on a aujourd'hui dans la compréhension qu'on a besoin de vraiment coopérer. Et donc, la mise en place d'une culture de coopération, elle est très importante. Et pour la résumer, l'animateur, on peut se dire que son rôle, c'est de non plus avoir du pouvoir sur, peut-être, qui est une caricature, hein, mais de donner le pouvoir à, permettre aux différents acteurs d'être dans la puissance de leur action et de pouvoir contribuer absolument ou avec la plus grande facilité possible au projet. La posture, la question de l'animateur du projet me semble essentielle. Et dans cette culture de la coopération, il y a aussi la culture de l'écoute et d'une certaine façon du dialogue, mais même du dialogue sur d'éventuels conflits, puisque on s'aperçoit que c'est grâce au frottement, entre guillemets, grâce aux difficultés de compréhension, de position, que l'innovation peut émerger et que c'est très important de pouvoir passer sous
sous la surface pour faire en sorte que les acteurs qui ont des choses à se dire puissent se les dire, ne pas être d'accord, délibérer, discuter et arriver à des visions qui se rapprochent ou qui divergent, mais en tous les cas qui se sont vraiment enrichies les unes au contact des autres. Et un outil pratico-pratique, peut-être de se former ensemble dans un collectif et de toujours, au maximum garder l'espace pour faire en sorte que ces interactions, parfois frictionnantes, mais puissent avoir lieu. Et le cadre dont je parlais, qui donne de la clarté à ce qui va être fait, c'est aussi un cadre de sécurité qui est posé par l'animation et qui permet réellement d'avoir ces échanges-là que tout le monde souhaite, mais en sécurité, pour qu'on émerge vraiment des éléments facilitant le travail et permettant l'innovation. Dans certains cas, j'ai vu des projets où cette animation-là était déléguée. Ce n'était pas forcément les animateurs qui la menaient seuls, ils avaient un accompagnement pour la mise en place de cette culture de coopération qui est une véritable compétence à acquérir. Voilà, moi j'imaginais m'en arrêter là, et peut-être en guise de conclusion, vous dire que pour moi les enjeux du partenariat aujourd'hui, c'est peut-être une évolution d'ailleurs qui est dans le vocabulaire. On évolue du terme de partenaire vers celui d'acteur. L'idée étant de favoriser la co-responsabilité. Être en co-responsabilité d'un projet, c'est ne pas être simplement passif, mais être absolument engagé et donc d'en être co-acteur. Ça nécessite à la fois ces nouvelles compétences mutuelles de coopération alliées à de la coordination qu'on sait déjà faire, donc du projet et de la coopération. Et pour oser la coopération, c'est surtout, à mon sens, en avoir envie. Parce qu'on peut mettre toutes les belles règles du jeu qu'on veut sur il faut coopérer si on n'en a pas réellement l'envie. Et donc, si on n'est pas à l'aise avec ça, ça a peu de chances de se réaliser. Les vœux pieux, à mon avis, en la matière, sont assez peu efficaces. Donc, pour aller plus loin, je vous mettrai ça de façon plus claire sur le diaporama à venir que je donnerai aux organisateurs. Mais le contact, si vous voulez regarder des projets, donc Liaison i2Connect, il y a un institut qui s'appelle l'Institut des territoires coopératifs qui fait des choses vraiment intéressantes. Et au sein de l'Institut de l'élevage également, on anime des formations sur l'animation de projets participatifs, sur l'animation participative. Et puis, je ne sais pas encore vraiment, mais il y avait eu donc en mars dernier une formation dans le cadre du projet i2Connect on peut traduire sur comment faciliter le travail d'un agent d'innovation. Et j'imagine qu'il y aura d'autres formations dans l'année 2022 et probablement aussi par la PCA qui emmène. Donc, vous aurez probablement l'opportunité, si ça vous intéresse, de vous former avec d'autres collègues sur ces méthodes et cette facilitation. Voilà, j'en ai terminé et j'espère que ça a pu être un minima intéressant et en tous les cas pas trop redondant. Je vous remercie de votre écoute. Merci Christelle pour cet apport. Je me propose de te relever quelques questions qui ont été présentées dans le chat. Une première question qui concerne les acteurs. Qui sont les acteurs? Et entre autres, est-ce que les citoyens ou consommateurs peuvent être inclus dans cette notion d'acteur? Et je vais me permettre de compléter la question. Comment peut-il être inclus? C'est une grosse question. C'est une question. On se la pose régulièrement. Et c'est vrai que qui représente les consommateurs, c'est compliqué. Ouais, je pense que ça dépend des projets, j'imagine. C'est difficile de parler de façon générique.
Il y a des projets où on va aller écouter les consommateurs. Quant à les inclure, il y a des projets sur le bien-être qu'on a menés, nous, au sein de l'Institut de l'élevage et avec les associations de consommateurs. Oui, je pense que c'est devant nous, c'est un grand enjeu. Je ne sais pas comment y répondre, plus que ça. Ok, merci. C'est effectivement un enjeu et je crois qu'on est tous confrontés à ces difficultés effectivement de l'associer. Une autre question, je vais faire le lien d'ailleurs avec la présentation précédente. Jean-Marc Ménard nous disait qu'un des leviers au déverrouillage socio-technique, c'est de favoriser l'interconnaissance des acteurs. Antoine, tu parles de croiser les regards pour mieux formuler et comprendre les enjeux, hein, donc on peut retrouver sur ce même terrain. Une question de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, Régis Perrier, qui demande comment on peut améliorer la connaissance mutuelle des problématiques, des attentes et des expériences rencontrées pour limiter la représentation caricaturale et des postures parfois trop démagogiques pour faire avancer le projet. Oui. Bonne question. Alors, je vous parlais des actions de conseil qu'on menait dans les années 80-90. On prenait le temps d'aller rencontrer les acteurs et de mener des études parfois longues, mais pour aller enquêter une diversité d'acteurs et comprendre les points de vue de chacun. C'est vrai que cette phase, entre guillemets, de fiançailles, elle nécessite parfois aussi d'aller rencontrer les gens, prendre son téléphone ou encore mieux quand on peut d'aller directement au contact des acteurs pour aller les rencontrer et pour éviter qu'il y ait peut-être ces regards trop à l'emporte-pièce. Il n'y a rien de mieux que les témoignages, donc prendre le temps de se parler, quitte à avoir des petites vidéos où on peut faire comprendre, essayer d'inciter chacun à se mettre à la place de l'autre. Je pense que tous les moyens sont bons. Ça peut être oui, des vidéos, des salons, des moments où on a vraiment l'occasion de sortir de ses préjugés les uns les autres. On est souvent, enfin, moi je me prends souvent en flagrant délit d'avoir des a priori. Et donc pour essayer de les lever, c'est oui, d'avoir des témoignages directs, je pense. Je me permets de réagir aussi. Jean-Marc Ménard, tout à l'heure, parlait de Serious Game et je trouve que ça fait partie également de ces outils qui permettent de sortir des a priori et des postures aussi, même s'ils sont encore difficiles à identifier. Ah oui, tu as raison, absolument. Je ne vois plus apparaître de questions dans le chat. Moi, je vais t'en poser une parce que ça a un lien avec les témoignages de cet après-midi. Il y a une forme de partenariat qu'on appelle la coépétition. Est-ce que tu peux nous en donner quelques éléments d'éclairage? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, il m'a semblé qu'on parlait sinon d'angélisme ou au moins de se dire que voilà, on n'a pas forcément de facilité à travailler les uns avec les autres parce qu'on peut être concurrent. Et ça, c'est juste le réel. Et la notion de coopétition peut montrer on peut être à la fois concurrent sur certains secteurs et en même temps avoir des intérêts communs. Et c'est intéressant dans l'analyse, je vous parlais de cartographie du partenariat, de réaliser que l'on a parfois des intérêts et convergents sur certains domaines et divergents pour d'autres, et de pouvoir se dire, OK, avec d'autres acteurs, sur quoi nous entendons-nous, même si on ne s'entend pas sur tout, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir partager et sur quoi on reste chacun maître chez nous, mais on peut mettre en partage une partie de nos actions. Et cette notion de coopétition, elle est voilà, une sorte d'hybride entre coopération et compétition, et illustre, je pense, certaines réalités de ce qu'on vit. Et réussir à faire le distinguo entre ce que l'on met en partage et ce que l'on conserve chacun par devers nous,
peut être un élément facilitant le travail ensemble. Tu as un exemple de coopétition qui est un peu connu pour nous montrer ce que ça parle? Alors oui, il y en a plein. Alors dans notre secteur, je ne sais pas, mais par exemple, il y a un assez grand nombre de laboratoires pharmaceutiques ou des plus petits qui ont mis en commun leurs essais. Ils ne testent pas les mêmes produits, puisque chacun a les siens, mais ils ont un outil un laboratoire en commun. Mutuel. Mais chacun pour sa propre recherche. Oui, un autre exemple, si vous voulez, dans notre domaine, c'est le cas des sociétés de sélection de céréales qui sont concurrentes sur le marché des semences, mais qui se sont alliées dans le cadre de ce qui s'est appelé le Club des 5 pour travailler les résistances aux maladies qu'elles voulaient toutes introduire dans une partie de leur gamme. Et l'INRA a collaboré avec les 5 sociétés qui sont devenues 4 pas très longtemps après, pour les aider à s'approprier la manière de gérer les résistances aux maladies. C'est un très bel exemple, je trouve, de compétition. J'aurais une question, Anne-Claire, si je peux me permettre. Bien sûr. À Christelle, donc est-ce que certaines catégories d'acteurs ont plus ou moins de facilité ou plus ou moins de difficultés pour entrer dans ce type de relation d'innovation collective, de partenariat, et donc d'adopter ces postures de coopération et de contribution mutuelle? Alors, on va demander à Jean-Marc Ménard d'éteindre son audio. C'est vrai que parfois, les acteurs de la recherche et peut-être les acteurs également de la recherche appliquée sont vus comme ayant une distance par rapport au terrain et pas forcément d'habitude, toujours, de travail en commun avec les autres. D'accord, la réponse me surprend parce que je pensais plus à des acteurs économiques. Nous, dans les projets collectifs qu'on reçoit en réponse à nos appels à projets, souvent les acteurs du secteur privé sont davantage dans des relations, enfin ont l'habitude de relations plus de prestations, de demandeurs, plus que de relations partenariales. Et c'est une culture qui est beaucoup plus présente au sein d'autres organismes de développement qui pratiquent énormément ça, y compris dans leurs organes de gouvernance où on a une dimension horizontale, je dirais, beaucoup plus prégnante que dans ces structures privées. Et il n'y a pas de jugement de valeur, c'est vraiment une culture, c'est pas chacun a sa culture. Mais c'est peut-être, c'est vraiment ça, c'est vraiment le produit des cultures de chacun. Moi, l'impression que j'ai, mais je pense que les gens autour du téléphone, autour de la visio ont plus de recul que moi, mais je pense qu'encore aujourd'hui, on a assez peu d'acteurs économiques. Donc, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas toujours là dans des projets qu'on ne sait pas encore trop si c'est effectivement plus ou moins facile pour eux. Et en complément, peut-être aussi, Christelle, tu me dis, tu parles des acteurs de la recherche qui sont vus comme étant loin du terrain. Pour certains, voilà. Mais il y a peut-être aussi une question de pas de temps qui est différente, de rythme qui est différente pour les partenaires. En quoi ça peut être gênant, bloquant, comment on peut lever ces problèmes aussi de gestion du temps, de rythme? Oui, c'est vrai que c'est ça. Les acteurs ne sont pas forcément de mauvaise volonté, c'est toujours ça. C'est que chacun est pris dans ses habitudes de travail
et que tout le monde n'a pas la même temporalité, les mêmes habitudes. Et oui, il y a l'idée, je pense, il y a des projets qui sont très féconds et avec plein d'acteurs où chacun aussi n'attend pas les autres. C'est-à-dire qu'on peut avoir des projets où eh ben, chacun va à son pas de temps et on n'attend pas que tout le monde soit prêt. C'est-à-dire que la co-responsabilité, ça peut permettre à chacun de démarrer sur une idée en se disant bah, allez, hop, moi, je suis prêt pour faire, par exemple, tel test et j'attendrai peut-être probablement d'avoir les résultats qui sont attendus peut-être d'autres acteurs, mais je peux démarrer de mon côté, on ne s'attend pas forcément. D'accord. J'ai un petit peu de mal, là, pardon, excuse-moi. Il y a un témoignage de Chantal qui est intéressant, il me semble. Tu veux que je prenne le relais, Anne-Claire? Parce que peut-être, c'est la question de Régis Perrier, que j'essaie de relire et de m'approprier, en fait, qui revenait sur la question de la posture, la posture de la personne à qui on demande de changer, en fait. Donc, du coup, quel acte ou quelle réalisation peut apporter celui qui demande le changement pour donner confiance? C'est formulé sous forme de question. Ou peut-être c'est juste un témoignage pour compléter ces notions de posture du partenaire. Alors, je le relisais en même temps que toi. La question de la posture. Oui, enfin, moi, je pense que les choses se jouent quand même beaucoup au démarrage sur qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, qu'est-ce qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on a... voilà, qu'est-ce qu'on a... Prendre le temps de vraiment s'apprivoiser et d'être clair sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Il me semble... demander à l'autre de changer, pas oui ou non, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Il me semble que où est-ce qu'on a notre intérêt individuellement, qu'est-ce qu'on est... voilà, en quoi ma contribution va, moi, me faire grandir. Ma contribution dans ce projet va me faire grandir parce que j'ai un intérêt, moi, en tant que structure et qu'individu, de participer à ce projet-là, et en quoi je vois que clairement je peux participer à des réflexions plus globales. Il me semble que ça peut, plutôt que de vouloir changer l'autre, être un atout dans les projets. Je ne suis pas sûre de répondre à la question. Je demanderai à Régis de réagir dans le chat si il voudrait un complément d'information. On réagit sur effectivement le témoignage de Chantal qui dit qu'une difficulté des projets qui associent en fait des partenaires scientifiques et des partenaires des acteurs de terrain, c'est de concilier en fait les deux niveaux d'exigence. Entre une exigence scientifique et une problématique de terrain peut-être plus rapide et plus immédiate. Oui. Ben là encore, c'est voilà que chacun ait la clarté sur ce qu'il vient chercher dans le projet et ce qu'il est en capacité de donner et qu'il n'y ait pas, pas de faux attendus, je pense, entre ce que comment chacun vient nourrir l'autre et qu'on ne soit pas en train d'être en fait frustré pour l'une ou l'autre des raisons, l'un ou l'autre des acteurs. Et pas hésiter aussi à s'interpeller. Enfin, c'est vraiment, je pense, c'est ce que j'ai vu dans certains projets où les désaccords étaient saisis à bras-le-corps. Et c'est grâce à ces désaccords, entre guillemets, qui ne sont pas forcément des désaccords, mais simplement des points de vue différents qui permettent à terme, une fois qu'ils ont été saisis à bras-le-corps, de faire vraiment avancer la compréhension et du collectif et
et de chacun des acteurs. Très bien. Je propose qu'on prenne une dernière question, sachant que ce thème va être déroulé dans l'après-midi à partir de témoignages de collectifs de la région qui ont éprouvé certaines formes de partenariat et qui pourront donc compléter cet apport. La dernière question vient d'Yves-François qui demande si, en amont des travaux que tu nous as cités, entre autres, est-ce qu'il y a eu un travail sur des relations humaines, est-ce qu'il y a eu des ressources pour alimenter ces projets-là? Alors, en parlant de quel projet? Liaison et AI to Connect? Je suppose. La dimension humaine, la dimension relationnelle est très importante dans ces projets. Et il me semble que le vécu de chacun montre que ça se passe beaucoup pour moi sur cette dimension-là. C'est qu'on est, on est plutôt formé aux aspects techniques. Et c'est quand on passe plus sur l'aspect relationnel qu'on est moins armé, entre guillemets, moins habitué. Et que travailler en commun, c'est beaucoup, et vous le faites beaucoup dans les CUMA et dans les collectifs, et c'est des choses qui commencent à remonter dans d'autres instances, et que la dimension humaine, elle est hyper importante pour faire fonctionner des collectifs, et des collectifs qui ont besoin de vraiment partager. On s'est bien aperçu effectivement dans les difficultés, quand on prend en contre-exemple des projets qui ne fonctionnent pas, c'est pas tant que la connaissance technique n'est pas là, c'est que vraiment c'est les aspects humains qui bloquent. Donc oui, il y a toujours une attention à l'aspect humain et aux relations, parce que c'est souvent ce qui est la partie la plus délicate dans les projets. Et on a vu en analysant les dysfonctionnements que c'était très régulièrement des difficultés qu'on peut qualifier d'humaines. Et en même temps, en parlant comme ça de façon un peu générique, j'ai vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, et je trouve que c'est pas forcément très probant, mais j'imagine que ça fait quand même écho à des réalités que les uns et les autres rencontrent. Effectivement. Écoute, merci Christelle déjà pour ces éclairages. Et effectivement, ce que je propose, c'est qu'on a 4 témoignages cet après-midi, collectifs qui ont travaillé différentes formes de partenariat avec des acteurs différents. Tout simplement, tu seras présente avec nous et du coup, on pourra voir concrètement, avec des expériences vécues, comment ces partenariats ont pu se construire, ce que ça a pu apporter, quelles difficultés ils ont pu rencontrer également, et de revoir un peu ces éléments d'éclairage.